Salut, c'est Guillaume Canet. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Avis désastreux, le podcast aux opinions discutables, mais qui pourtant les assume, et on les assume encore plus aujourd'hui à Cannes. Et comme hier, et d'ailleurs merci pour vos écoutes sur ces épisodes, et ben comme hier je suis bien accompagné, et aujourd'hui j'en retrouve une. Bonjour Léa. Bonjour Robin. Voilà, alors bon, pour celles et ceux qui nous découvrent, Léa est donc une chroniqueuse, et une des chroniqueuses du coup du podcast, donc en fait on est entre collègues là quoi. On se retrouve. C'est beau. Voilà. Donc, hors des murs de Toulouse, c'est fou. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, c'est comme si tu étais un personnage d'une saga qui était là dès le premier épisode et tu reviens pour le dernier, tu vois, ça serait... Voilà, je donne un ordre d'idée de ce que les gens pourraient entendre en te disant « Oh, je connais Avis désastreux, mais c'est Léa, bien sûr !» Léa, comme à chaque fois, je vais faire une petite présentation à travers ta bio Twitter. Ah, elle est tout à propos. Elle est tout à propos, donc elle tient en 2 lignes. Premièrement, saviez-vous que le Festival de Cannes de 1939 n'a pas eu lieu ? Alors, on a eu l'occasion d'en parler dans ce podcast, mais est-ce que tu peux rapidement nous dire d'où vient cette phrase, en fait ? Je vais vous raconter très rapidement. Lors de mes études, j'ai fait une prépa littéraire et j'avais un prof d'histoire qui nous parlait tout le temps du livre qu'il avait écrit sur le Cannes, le livre s'appelait « Le Cannes 1939 n'a pas eu lieu ». Je crois que ça s'appelait comme ça. Il le répétait tout le temps, donc je l'avais mis dans ma bio Twitter et je ne l'ai jamais changé. Et effectivement, le Festival de Cannes de 1939 n'a pas eu lieu, évidemment à cause de la guerre. Et voilà, vous pouvez vous renseigner sur cette histoire. Historiquement, c'est très intéressant de s'intéresser à des événements qui n'ont pas eu lieu. Voilà. C'est ça, exactement. Tout simplement. Donc, celui de 2025 a bel et bien lieu parce que la guerre n'existe plus. Il n'y a plus aucune guerre sur le monde, donc ça, c'est plutôt cool. Bravo l'humanité. Maintenant, je pourrais le mettre... Oui, ouais, youpi. Mais maintenant, je pourrais le mettre à jour et mettre... que le Festival de Cannes 1939 et le Festival de Cannes 2020 n'ont pas eu lieu. Exactement, voilà, comme ça tu upgrades ton anecdote. Emoji cigarette 2 en 2. Est-ce que c'est juste parce que c'est un peu genre, vous étiez au courant que... Enfin, voilà, il faut imaginer le geste de la clope. Je croyais que c'était par rapport à ta bannière où c'est 2 cigarettes tenues par les protagonistes de Drive My Car. Je n'ai pas fait exprès, mais du coup, tout se rejoint dans un agglomérat incroyablement beau. Et enfin, étudiante à l'ANSAV. L'ANSAV, est-ce que tu peux rapidement nous dire Eh bien, l'ANSAV, c'est l'École nationale d'audiovisuel à Toulouse. C'est une école publique de cinéma qui forme des techniciens, réalisatrices, productrices, etc. Et voilà, là, je finis mes études là-bas. Et c'est cool. Et on te retrouve l'année prochaine à Cannes, du coup, pour la projection. De mon film qui s'appellera Cannes, c'est sympa. De Vampire à Manhattan. Sans doute un truc du genre. Allez, le rendez-vous est pris. Du coup, en parlant de rendez-vous, aujourd'hui, c'est un sacré programme qui nous attend. On va vous parler de 4 films, 2 de la compétition officielle, 1 de la quinzaine et 1 en hors compète, le Mission Impossible. Je vais me permettre de commencer très très rapidement, c'est vraiment 2-3 mots sur Yi d'Edward Yang, qui a fait du coup l'ouverture officielle de Cannes Classique après La Ruée vers l'or de Chaplin. C'est un film que je voulais voir depuis des années et Criterion avec la boîte de distribution ont fait une restauration 4K qui devrait sortir du coup pour nous en France le 6 août dans quelques salles, donc j'espère que ça passera pas loin de chez vous. Ça faisait des années que je voulais le voir et c'est effectivement une petite merveille sur cette fresque familiale où en fait chaque personnage vit à peu près les mêmes histoires à des moments différents de leur vie et à des moments différents de ces histoires-là. C'est un magnifique film sur la solitude urbaine, sur des destins brisés et surtout en fait c'est une mise en scène qui est assez épuré, toujours loin de l'action, mais justement c'est par cette sobriété, les émotions sont vraiment ressenties fois 1000. Y a un exemple que je prends beaucoup, il y a un dialogue sur le pas d'une porte d'hôtel qui m'a brisé le cœur et qui était vraiment sur le point de me faire pleurer. C'est un merveilleux film, donc voilà, si vous avez l'occasion, ça sort début août en France, et donc j'imagine qu'il y aura un Blu-ray qui va ressortir, ça sera du coup pour nous en France, ça sera Carlotta qui s'en occupera, donc voilà, notez-le dans vos petits carnets, Yi d'Edward Yang, c'est une petite merveille. Allez, on commence officiellement justement par la compétition officielle avec Sound on Falling de Masha Schillings. Du coup,
premier film de la compétition. On a des avis un petit peu divergents tous les deux. Ouais. On va commencer par toi parce que tu es celle qui a le plus aimé le film. Quand tu as vu le film, tu en es ressorti, tu avais bien aimé. Qu'est-ce qui a fait que... Moi, j'ai été tout de suite très prise dans le film, en fait. Le film a agrippé et m'a pas lâché, en fait. Et ça, déjà, pour moi, c'est hyper important, surtout que si jamais vous m'avez déjà écouté parler ici, vous savez que moi, les films longs, j'ai un petit peu du mal. Pourtant, c'est 2h30. Pourtant, mes films préférés sont des films très longs, mais c'est justement parce que ça me marque souvent. Moi, j'ai plutôt tendance à préférer les formats plus courts. Et là, le film, dure 2h30, c'est ça. Et ça m'a pas du tout lâché. J'ai adoré, en fait. C'est donc, pour résumer très rapidement, on suit 4 générations, je crois. Ouais, en tout cas, c'est ce que les gens disent. 4 générations, donc, et on est plutôt du point de vue des femmes, donc 4 générations d'une même famille, d'une famille, quoi, dans une maison, et à peu près aux mêmes périodes pendant l'été. Et ce que j'ai énormément aimé, déjà, c'est ce point de vue féminin. Moi, personnellement, ça m'a vraiment touchée dans le sens où ça m'a renvoyé des choses assez personnelles et ça m'a beaucoup parlé, en fait, dans ces expériences de femmes, quelles que soient les époques. Et c'est ça que je trouve beau, c'est qu'évidemment, on n'est pas du tout confronté aux mêmes situations en 2025 auxquelles une femme allemande pouvait être confrontée pendant la Seconde Guerre mondiale ou avant, voilà, dans des périodes plus anciennes. Mais malgré tout récente. Mais il y a quand même des échos, et déjà, moi, ça m'a beaucoup parlé. J'ai beaucoup aimé la manière dont sont représentées ces femmes, dans leur troubles, leur frustration, leurs troubles qu'elles cachent ou qu'elles montrent de manière très exacerbée, ou leur façon, en fait, d'avancer dans la vie, dans des vies qui sont dures, mais c'est un point de vue très singulier et que j'ai beaucoup aimé. Et aussi, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que, genre, il y a un terme exact, mais je crois que je me trompe un peu, mais en gros, j'ai beaucoup aimé la manière dont ça parle de trauma intergénérationnel. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Moi, j'ai noté traumatisme générationnel, mais voilà. C'est l'idée, en tout cas, oui. Et la manière dont, en fait, il y a vraiment cette idée de boucle tout au long du film, et où... en fait, les personnages, même s'ils ne se sont jamais rencontrés, même s'ils font partie de générations complètement différentes, en fait, se ressemblent énormément, ont des peurs qui se ressemblent beaucoup. Et il y a cette idée que les traumas dans la famille restent, sont tabous, sont pas forcément racontés, et où du coup tout reste, tout se gangrène. Et il y a cette idée, en fait, de fantômes beaucoup pendant le film. Et pour moi, les fantômes, c'est aussi les traumatismes, c'est ce qu'on ne dit pas, c'est ce qu'on ne s'explique pas, et c'est ce qui du coup reste non dit et qui continue, et comme si, en fait, ce qui n'était pas dit restait avec les personnages et se les transmettait les uns aux autres. Donc moi, j'ai trouvé ça vachement beau et vachement intéressant là-dessus. C'est quelque chose que je trouve très intéressant, comment les traumatismes se suivent d'une génération en génération, et vraiment, moi, ça m'a énormément touchée, quoi. Ouais, cette question est... L'autre aspect que j'aime bien par rapport au film, justement, la question de presque d'héritage, c'est que même les lieux sont ancrés touchés par les souvenirs de gens qui ont chuté, de gens qui sont morts, de gens qui ont été blessés, etc. Et que, en fait, vraiment, vu que ça se passe toujours dans la même action, c'est juste à des époques différentes, j'aime beaucoup le fait qu'une maison garde en elle comme des souvenirs des moments qui se sont passés, pas uniquement la famille, donc ça renforce cette idée. Et puis on a vraiment cette sensation qu'on va pouvoir creuser dans le film encore et trouver de nouvelles significations, trouver de nouvelles choses. Et moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que pendant mon visionnage, j'avais l'impression que le film racontait beaucoup de choses, des choses cohérentes entre elles, que c'était pas fouillis. Enfin, moi, ça m'a énormément parlé, quoi. Ouais, alors justement, t'as employé un terme sur lequel je vais rebondir. T'as dit beaucoup. Ouais, le film est rempli d'idées. Vraiment, c'est des idées pour justement parler du traumatisme générationnel, du regard patriarcal et de comment les femmes le subissent ou s'imaginent se l'approprient, ou même comment elles s'imaginent une sorte d'émancipation horrible. Plus d'une fois, on les voit s'imaginer en train de mourir, littéralement, dans des scènes assez viscérales. Et justement, je trouve que c'est un film qui va tenter plein de choses. C'est un film qui va aller dans du symbolisme. C'est un film qui va vraiment travailler son atmosphère par le montage, qui est quelque chose de très viscéral, quelque chose de très organique sur les corps, etc. Donc ça, ce sont des choses qu'on remarque dans le film et qui sont vraiment
dans les bons points du film. Même il y a un travail de l'atmosphère à travers la photographie qui est très belle, mais surtout le son avec des ruptures qui sont très fortes. Mais, et tu vois, j'en parlais avec Clément, du coup avec qui on a parlé hier, et j'ai trouvé le film soporifique. J'ai lutté du début à la fin pour ne pas m'endormir devant le film, ce qui fait que malheureusement, des fois, oui, j'ai décroché. Je pense qu'à un moment, le plus long, c'est que j'ai dû dormir 2 minutes à un moment, tellement je n'en pouvais plus. Et en fait, c'est pour moi l'énorme point qui me bloque sur le film, c'est que je trouve que par sa forme, c'est un film qui t'encourage très peu à rentrer dedans. Et Clément avait un bout d'idée avec lequel je suis pas en désaccord, c'est qu'il y a un peu un côté contemplatif, mais contemplatif avec beaucoup de choses à te raconter, au lieu d'un contemplatif plus épuré qui me parle plus. Et donc du coup, je pense que c'est cette forme qui me bloque totalement. Donc je vois les qualités, je vois exactement ce que les gens qui en ressortent en bien disent, mais alors moi, ça me parle pas du tout. Vraiment, la forme m'a complètement bloqué dans l'émotion que je pouvais avoir dans le film. Ah ouais, voilà. Mais écoutez, voilà, comme ça vous permet d'avoir 2 points de vue différents sur ce film. Donc... Oui, de quelqu'un qui est vraiment rentré dedans et de quelqu'un qui est resté. C'est ça, voilà. C'est il y a une expression que j'aime bien, c'est le film à péage. Si tu arrives à rentrer dedans, tu te prends une claque parce que certains vraiment l'ont pris, et sinon, c'est pas que je suis resté en dehors, c'est que vraiment j'ai lutté pour pas dormir. C'était ça ma principale occupation durant le film, donc forcément j'ai eu du mal à pleinement l'apprécier. Ouais. On va continuer avec un film qui, alors, divise un peu, mais ici nous sommes du côté de ceux qui ne l'ont pas vraiment aimé, à savoir Enzo de Laurent Cantet, réalisé par Robin Campillo. Alors je me permets une petite introduction autour de ce film. Laurent Cantet, vous avez dû entendre parler de lui parce que c'est un réalisateur qui avait fait pas mal de films et qui s'était fait connaître notamment avec Entre les murs, Palme d'Or de 2008, si mes souvenirs sont bons, 2007-2008, et qui nous a malheureusement quitté l'année dernière. Assez jeune, dans la cinquantaine, alors qu'il était à quelques semaines du tournage de son dernier film, à savoir Enzo, et c'est son ami de toujours, Robin Campillo, qui était déjà là lors de la pré-production, qui est venu finaliser ce film en tant que ouvrier, entre gros guillemets. C'est lui qui réalise, mais c'est pas du tout un film de lui, même si forcément il a dû mettre de sa part. On parle d'ouvrier, justement, l'histoire, c'est l'histoire d'Enzo, un jeune adolescent de 16 ans, qui vit dans une famille riche, on peut le dire. C'est des bourgeois, ouais. Bien bourgeois, belle villa, 10 000 euros par mois à peu près. La mère est ingénieure, le père est prof de maths dans une fac, j'ai l'impression. Ils sont riches. Ils ne sont pas à plaindre, on va dire. Et Enzo, pour une raison que, me semble-t-il, on ignore durant tout le film, décide d'être ouvrier. Alors sa famille dit t'as rien à faire là-dedans. Il dit si. Et puis on va voir du coup comment ceci évolue. Je vais commencer par un point. Quand tu as un postulat comme celui-ci, c'est-à-dire vraiment un transfuge de classe, mais inverse un petit peu, donc quelqu'un qui est bourgeois et qui, alors il devient pas pauvre, clairement, juste il va travailler dans des conditions qui sont dures et qui sont généralement sur des classes ouvrières, donc des classes qui sont modestes pour la plupart, voire dans la précarité. Tu te dis, le film va apporter un propos politique là-dessus. S'il choisit ça, c'est pas pour rien. C'est peut-être qu'il y a une pensée politique. Ça va peut-être parler de syndicalisme. Ça va peut-être questionner la question de la répartition de la richesse, etc. Le film n'en fait rien. Le film ne se sert pas du tout de ça. En fait, il va déplacer le curseur et en fait, le propos politique, ça va être sur l'Ukraine. Alors, c'est pas un mal en soi de parler de la situation en Ukraine, mais du coup, je ne comprends pas pourquoi il le fait dans ce film. Si tu veux parler de l'Ukraine, parle-moi de l'Ukraine par un autre moyen. En fait, je ne comprends pas trop pourquoi il tient à faire ça, surtout que moi, ce qui va me déranger, surtout à la fin du film, c'est pas un spoil, mais c'est juste que le film laisse sous-entendre. Ensuite, je dis pas que c'est précisément dans la pensée du personnage, mais laisse quasiment sous-entendre qu'en fait, c'est juste que il est en recherche. Il est en recherche de lui, du coup il se confronte, et donc du coup il est en recherche d'identité sexuelle, il est en recherche de sa place dans le monde, etc. Et que du coup il teste, mais c'est pas un truc profond. Et encore une fois, ça me dérange pas, mais par rapport à ce que tu me racontes, je trouve que du coup politiquement ça en fait un film assez pauvre. C'est un film que je trouve décevant, quoi. Parce qu'en y repensant, je pense que le côté politique, pour moi, il y est quand même, en vrai. C'est juste que je trouve que ça se répète. Moi, j'ai un peu du mal à en parler parce que c'est vrai que c'est un film sur le principe que j'aime, dans le sens, les thématiques m'intéressent. Je trouve ça hyper intéressant de se dire, tiens, un gamin qui vient d'une famille hyper bourgeoise, en fait, se dit, non, je vais être maçon. Mais effectivement, en fait, là,
où un film un peu, on va dire, plus distribué ou quoi, aurait fait un truc en mode, bah oui, en fait, c'est vraiment ma passion, moi j'adore ça, etc. C'est vraiment le truc de ma vie. Dire, oui. Là, on sent que le personnage fait ça parce que effectivement, il a envie d'aller un peu contre sa famille, mais c'est pas un faux ado rebelle, c'est juste que il ne se sent pas du tout en phase avec la manière dont sa famille vit, la manière dont il partage pas les valeurs. Et en même temps, il est influencé par sa classe sociale, dans le sens il est habitué au luxe dans lequel il vit, il est habitué à ce confort-là. Il vit là-dedans malgré lui, et du coup, à la fois, il a des envies d'émancipation et des envies de se distinguer de sa famille, et en même temps, se distinguer d'une famille bourgeoise en passant du côté du prolétariat, bon bah forcément, c'est plus compliqué. T'es heurté à des choses qui sont difficiles, à des parcours de vie qui sont dur et on sent que ça lui ressemble pas non plus. C'est quelqu'un qui est entre deux mondes. Et moi, sur le sujet, bah trop bien. Mais c'est vrai que moi, où je suis restée en dehors, c'est que je trouve que déjà le personnage principal. Alors moi, j'ai rien du tout contre les personnages qui sont perdus, contre les personnages qui sont à côté de la plaque, contre les personnages qui savent pas ce qu'ils veulent. Mais là, c'est dur parce que c'est vraiment, en fait, j'avais vraiment l'impression que c'était mon petit frère avec qui j'arrive pas à communiquer, quoi. Et je me disais, mais enfin, j'ai pas de petit frère, je sais pas ce que c'est d'avoir des petits frères, mais j'avais cette sensation de vraiment pas du tout pouvoir accéder au personnage à aucun moment. Et il y a des moments, je le comprends un peu. Enfin, j'ai pas besoin de comprendre le personnage pour accéder à lui, en fait. Mais juste, je me sentais tellement loin de lui, j'avais tellement l'impression qu'il y avait une barrière, mais incroyablement épaisse entre nous, que j'avais vraiment beaucoup de mal à... Je me sentais beaucoup plus proche de la mère, par exemple. Parce que ses réactions sont plus terre à terre et plus compréhensibles aussi. Ou même de Vlad, on va dire, avec qui moi je rentrais beaucoup en empathie à certains moments. Enfin, quand du coup Enzo lui touche le torse pendant la nuit. Enfin, moi j'étais waouh, ok mec, arrête de faire ça tout de suite. Et les réactions de Vlad sont très adultes. Enfin, en même temps c'est un adulte, mais là je me sentais vraiment en phase avec Vlad plutôt. Donc son collègue qui est ukrainien. Mais voilà, le film m'a vraiment laissé en dehors à cause de ça. Et puis alors surtout, moi, où là j'étais, non mais là je comprends plus rien. C'est que je comprenais le propos, ça a avancé vers quelque chose que je comprenais à peu près. J'étais pas en grande kiffance, mais bon, au moins je voyais où ça allait. Vers la fin, là, à partir de la fête d'anniversaire, je comprends, c'est un personnage qui craque, qui en peut plus, mais on a tellement du mal à comprendre tout ça. Enfin, je sens que... En fait, je vois de quoi ça veut parler de ces ados qui vont mal... Enfin, de ces ados, des gens qui vont mal, en fait, qui vivent pas dans le monde dans lequel ils vivent et qui ont pas envie d'être là. Mais je sais pas, je suis pas rentrée dedans. C'est bizarre. Je suis d'accord. Expérience bizarre. Je suis d'accord. Si je peux prendre un point qui sauve un peu le film sur la question de justement, tu disais par rapport... tu parlais un peu de la notion du désir, c'est que le film a quelque chose de très... c'est pas sensoriel, mais... le corps, ça travaille du corps un petit peu, c'est le corps en tant que dans le travail, en tant qu'ouvrier, où est-ce qu'il s'abîme les mains, il s'abîme le corps, il s'abîme le dos, etc. Et même le corps dans le désir, filmer le corps de l'autre, que ce soit homme comme femme, toucher le corps de l'autre, justement, ça à la limite, je peux le garder, il y a un peu de matérialité, il y a quelque chose que j'aime bien, mais dans l'ensemble, je suis totalement avec toi. Le film manque de quelque chose pour vraiment me plaire. Nous revenons du coup, oui, parce que nous étions à la quinzaine, nous revenons du coup à la compétition avec un second film qui, décidément, ils ont fait que diviser les films, j'ai l'impression, aujourd'hui, avec du coup deux procureurs de Sergueï Loznitsa. On l'a vu en courant après la quinzaine, parce que voilà, la quinzaine a eu une assez longue cérémonie d'ouverture, hein. Donc du coup on s'est dit était un peu en retard. Finalement on avait 1 heure entre les deux, finalement on a 10 minutes avant d'arriver en salle. Et ouais, du coup je l'ai ressenti parce que j'étais la femme la plus déshydratée de France à ce moment-là et j'avais froid, enfin j'aurais dû passer, enfin je raconte ma life, mais en fait j'ai pas vécu une très très bonne séance parce que j'avais froid, j'étais très fatiguée. C'était mon premier dodo canois. Super. Félicitations, arrivé au bout du 2e jour. Au bout du 2e jour déjà je pionce quoi, enfin c'est n'importe quoi. Non mais j'étais crevée et du coup c'est vrai que j'ai pas mal dormi. En fait le film m'a bercée quoi. Ça parlait et moi j'étais rompiche. Mais de ce que j'ai vu ça a l'air d'être un super film. Ça a l'air vraiment très bien. Moi j'ai beaucoup aimé l'image. L'acteur principal incroyable.
Franchement, un sérieux prétendant au prix de l'interprétation, déjà. Franchement, je l'ai trouvé génial dans son corps, du haut de sa tête jusqu'au bout de ses pieds. Je trouve qu'il est super. Mais bon, voilà, j'ai pas mal dormi, donc je pourrais pas en dire plus, mais en tout cas, de ce que j'ai vu, j'ai trouvé ça super, et dans sa lenteur et dans l'hypocrisie que ça montre de l'URSS, enfin du système et du truc de l'étau qui se referme de plus en plus sur lui, j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Mais je pense que c'est peut-être un peu long quand même. C'est 2 heures. Ouais, j'ai vu certains disent qu'on pouvait réduire. Peut-être 15 minutes de moins, ça serait pas de... Ouais, je pense que ça pourrait le faire. Parce que du coup, pour dire le film, c'est l'histoire d'un procureur qui vient dans une prison parce que il a entendu parler des conditions des prisonniers politiques et il aimerait bien faire changer les choses. Mais on va voir, est-ce que c'est si simple de ça, de faire changer les choses quand on est en plein dans l'URSS, on est en 1937 quand le film se passe. Spoiler, non. Oh là là, bon, peut-être que si, on sait pas, peut-être qu'il y a une fin heureuse. En fait, ce qui va marquer par la forme du film, c'est que c'est un film de plan fixe. Il n'y a que des plans fixes, la caméra ne bouge jamais, et des plans longs aussi. À un moment, tu as un personnage qui est en train de brûler des lettres, et je me suis dit, il va les brûler toutes ou pas ? Est-ce qu'on va avoir 45 minutes de plan de lui qui brûle des lettres ? Donc finalement, non, mais tu as quand même facile 3 minutes d'un gars qui ne fait que brûler des lettres et qui les lit. Et en fait, c'est ça, c'est un film qui, par sa forme, comme je dis, tire en longueur l'action. Néanmoins, je trouve qu'on ne s'ennuie jamais parce qu'il se passe toujours quelque chose à l'écran. Déjà, c'est un plaisir à voir. La photographie est vraiment superbe pour le coup. Quand bien même on est sur des teintes de gris, c'est pas de la désaturation comme on peut avoir sur certains blockbusters à l'heure actuelle où il n'y a pas d'étalonnage. Là, il y a un vrai travail de lumière qui est très très beau à voir. Et puis, de décor aussi, j'ai l'impression qu'il y a du studio pas mal, c'est beau. Hein. La reconstitution politique, tant à travers les décors qu'à travers les dialogues, est vraiment passionnante à suivre. Et puis, qu'est-ce que c'est magnifiquement cadré. Donc déjà, au niveau de la forme, ça me plaît beaucoup. Au niveau de ce que ça raconte aussi, parce que du coup, c'est beaucoup de blabla. Et c'est l'idylle d'une révolution passée, confronté à la récupération qu'en font à l'heure actuelle certaines personnes qui se détachent de cette volonté, volonté révolutionnaire pour en faire quelque chose de plus cadré, plus encadré justement, maintenir un certain statu quo du moment que les personnes qui sont au pouvoir le restent. Ouais. C'est assez pessimiste sur la question politique, malgré du coup l'excellent Alexander Kuznetsov, qui du coup joue ce très jeune procureur qui a la fougue, qui a la passion, qui a du coup la résignation. Et qui a clairement envie de hurler pendant tout le film et qui se retient. Enfin, je le voyais, j'avais l'impression de regarder une cocotte minute sous pression pendant 1h30, 2 heures. Clairement, non, je suis totalement d'accord parce qu'en fait, il se confronte face à la répression d'un système qui tourne en rond. Et justement, cette notion de tourner en rond, on le voit entre le premier et le dernier plan du film. Je n'en révèle pas plus, mais comparez les deux et vous allez voir, il y a vraiment ce truc de est-ce que les choses vont vraiment changer ou pas un jour ? Et l'autre aspect que j'aime beaucoup, c'est que c'est un film qui joue avec... c'est un film très bavard par instant. Et quand il l'est pas, il joue avec la physicalité, où il place les personnages, même les caractères des personnages. T'as ce grand galet, enfin non, c'est pas un grand galet, il est assez petit, il est très mince. Quand t'as des gardes qui sont très volumineux, enfin, je trouve que le film joue constamment avec ça et il y a un système, il y a de l'oppression qui se crée au fur et à mesure qu'on avance dans le film. Et puis même les silences qui sont très pesants, qui par instant peuvent être un peu drôle, hein. Je trouve que le film a des pointes d'humour par-ci par-là, ce qui rend peut-être le film un peu plus ludique. Moi, j'ai trouvé que le film était très ludique, malgré ce que ça racontait, malgré la forme qui peut être austère pour certains. Moi, je trouve pas du tout que c'est un film austère, hein. Contrairement à Sound of Falling, par exemple. Je trouve que c'est... Là, je suis beaucoup plus rentré dedans et j'ai passé un très 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 bon moment. Donc ouais, pour moi, c'est vraiment... je vais pas dire un coup de cœur, on n'en est pas là, mais en tout cas, c'est le film hors Cannes classique qui m'a le plus plu pour le moment. Mais, et ça c'était l'imprévu, c'est que finalement, on va vous parler de une des raisons pour lesquelles vous avez peut-être cliqué ici. Nous allons vous parler du dernier Mission Impossible, Final Reckoning, et pas Dead Reckoning partie 2, parce que vu que le premier a bidé, ils se sont dit
et on efface. Et qu'ensuite, dû à la grève des scénaristes, ils ont dû décaler le tournage parce qu'initialement c'était prévu avec moins de temps de séparation entre les deux. Bon, là il n'y a que 2 ans, initialement ça devait être 1 an, je crois. Robin. Oui. Non, pardon. Rien, vas-y. Tu voulais faire en Une mode blague. vous avez une mission, votre mission. Non, si j'allais vous te la- demander si la mission était aussi impossible que ça. Et qu'est-ce que t'en pensais? Est-ce qu'il réussit à faire la mission? Ouais. Il a réussi 7 fois de suite. Est-ce que du coup la dernière c'est vraiment la dernière? Mystère. Bref, ne vous rassurez-vous, il n'y aura pas de spoil. Il y aura juste de temps en temps on dira ça c'est surprenant mais sans révéler vraiment l'intrigue du film. De toute manière on va commencer par toi. Pas de spoil. Toi tu t'en fous un peu parce que tu n'as vu qu'une seule Mission Impossible, c'était le 5. Donc t'as même pas vu celui qui vraiment suit celui-ci quoi. Non. Enfin précède Bah non, de mais... quelques semaines, même pas. Ben, moi, sachez que c'est un truc que j'aime beaucoup faire, aller voir un film d'une franchise où d'habitude je vais pas voir les films, parce que du coup je trouve ça trop amusant de regarder avec zéro contexte, et j'adore y aller avec des gens qui ont le contexte. Parce que du coup, parce que du coup moi je sors en mode ouais c'était trop fun et tout, et puis les gens à côté sont en mode c'était horrible, ça a gâché tout, ça a tout gâché. Enfin bon, mais là. Ça casse pas 3 pattes à un canard, hein, on va pas se mentir. Je crois que j'en attendais avant tout du divertissement. En toute franchise, je suis vraiment allée pour ça. Je voulais voir un truc un peu fun, un peu voilà, blockbuster à fond. Et j'ai eu ça, effectivement. Mais en même temps, c'était quand même genre tellement de blabla. Tellement En fait, c'est très monotone comme film, je trouve. C'est un peu sur la même longueur d'onde pendant tout le film. C'est en ligne droite comme ça, avec le même genre d'intensité. En fait, c'est tout le temps intense. C'est tout le temps très important. Il y a toujours de la musique très très grave. Tout est... Il y a un vrai moment de bulle pendant le film, c'est donc le sous-marin. Donc ça, c'est cool, ça fait du bien. Mais c'est vrai que tout le reste, ça reste quand même un peu... ça va à 100 à l'heure tout le temps. Beaucoup de musique, beaucoup de sons, d'images, blablabla. Et moi, c'est un rythme qui me fatigue un peu parce que c'est trop monotone, à mon sens. Maintenant, j'ai trouvé ça quand même assez fun et plaisant dans l'ensemble, c'était rigolo, il y a des scènes d'action qui sont pas mal, même si je suis pas fan de tout. Voilà, j'ai pas grand chose à dire étant donné que c'était fun. Sans plus, moi, voilà, je le redis, mais j'étais trop contente de voir Simon Pegg. Bien sûr. J'adore cet acteur, je l'adore de la trilogie Cornetto à la base, et ça m'avait beaucoup plu de le voir dans le 5. Je pense que c'est ce qui m'avait convaincu d'aller le voir à l'époque. Et là, ça m'a fait replaisir de le voir. J'ai beaucoup aimé la scène de médecine, là. J'ai trouvé ça très cool. Donc voilà, il y avait des scènes assez cool, mais surtout vers la fin, en fait. Le moment où il reste 3 minutes, là, machin. Ça, j'ai bien aimé. Je trouve qu'il y avait une bonne montée en tension. Mais dans l'ensemble, c'est quand même un peu long, un peu chiant par moment. Et bon, c'est pas toujours très beau non plus. Voilà, mais... j'en attendais rien, donc finalement... Moi, par contre, j'en attendais pas mal. Déjà parce que Mission Impossible, donc je les avais tous rattrapés il y a 2 ans pour le dernier, Dead Reckoning, devant lequel j'ai passé un plutôt bon moment. Et je vais le dire direct, Final Reckoning, je passe un plutôt bon moment. Par contre, il y a quand même pas mal de déceptions. Déjà, je vais dire ce que je pensais déjà il y a 2 ans. Voilà. Mission Impossible, les 5 premiers, c'était 5 réalisateurs différents. C'était une anthologie un petit peu. Et donc chacun se réappropriait la saga avec une patte différente, une direction différente. Certains aimaient, d'autres pas, mais au moins ça proposait à chaque fois une proposition différente. Et Macquarie sur Rogue Nation avait fait, selon moi, le meilleur Mission Impossible. Donc j'étais très content. Et je trouve ça un petit peu dommage qu'ils soient restés à la barre parce que c'est vrai que celui-ci s'inscrit dans vraiment les derniers Missions Impossibles depuis Rogue Nation, mais surtout depuis Fallout. Où Macquarie a les mêmes tics de réalisation, ce qui n'est pas désagréable, hein, attention, c'est quelqu'un qui arrive à bien filmer l'action, et les scènes d'action dans ce film, les scènes de l'avion par exemple, la scène de l'avion pardon, est une scène qui te reste accroché à ton siège, dont par instant on dirait du fond vert, mais il y en a où est-ce que tu te dis non, ils ont tourné ça pour de vrai. Mais oui, évidemment, en plus... Donc, juste pour l'anecdote, je me permets, hier j'étais du coup à une rencontre avec Macquarie, exact. Et Tom Cruise a débarqué et ils ont commencé un petit peu à discuter de comment ils avaient fait le film, etc. Donc c'était assez rigolo. Et ils ont parlé de cette scène de l'avion sans dire que c'était la scène de l'avion, mais en disant que vers la fin du film, il y avait une grosse scène, et apparemment ça a été quand même majoritairement fait
en vrai, quoi. Mais, comme beaucoup de ces cascades de la mission mais de la saga. Ça. Mais moi, Tom Cruise, je sais pas s'il tient à sa vie. Enfin, genre, c'est zinzin, quoi. En tout cas, il se fait un fric de ouf au niveau de l'assurance. Il coûte tellement cher, du coup, par derrière. Oui, c'est ça. Mais du coup, ouais, ça, c'est des choses qui gardent. Et Macquarie, c'est loin d'être quelqu'un qui... Enfin, c'est quelqu'un qui sait tenir une caméra. Mais des fois, je sais pas, des fois dans le film, le découpage de certaines scènes d'action, des scènes de combat surtout, j'ai trouvé que, contrairement à certains, encore une fois, je vais revenir sur Rogue Nation, où là, il y avait des scènes de combat qui étaient vraiment superbes, ou même, tiens, pour parler un des plus appréciés, Ghost Protocol, celui de Brad Bird, qui avait un découpage, mais parfait pour le coup. Là, je trouve que l'action est par instant assez illisible. Ouais. Je sais pas trop, est-ce que c'est parce qu'ils ont donné une équipe B, comme ça arrive parfois sur certains blockbusters. Et en fait, c'est ça le truc qui va me décevoir un petit peu dans ce film, c'est que il va ressembler un peu plus à certains blockbusters, là où la saga, de manière globale, était une saga qui avait un peu, pas son identité, parce que comme je dis, ça changeait pas mal, mais au moins, elle était reconnue en mode, on sait qu'avec la saga Mission Impossible, on a quelque chose d'un petit peu différent de ce qu'on a avec les autres sagas ou les autres blockbusters. Là, je suis en train de relire mes notes. Alors là, c'est vraiment au tout début, je trouve, les 15, 20, peut-être 30 premières minutes insupportables. Ah ouais, c'était long. C'était mal monté en plus. Parce que ça ressemblait à une sorte de bande-annonce très bizarre. Alors ouais, et ça, je comprends pas. Ça commence en mode bande-annonce de la saga que tu as déjà vu, donc c'est très bizarre. Et en plus, c'est pas comme si on te le mettait à la fin en mode on te fait une conclusion. Ouais. On te le met au début du film. Donc dès le début du film, ça veut conclure la saga. Mais après, il y a 3 heures de film. Et le film laisse en suspens si c'est une conclusion ou pas. De toute façon, c'est pas avec... on vous le dira pas. Et de toute façon, le film lui-même n'a pas l'air de trop savoir s'il veut conclure la saga avec ce film. Mais d'ailleurs, c'est zinziflex parce que pendant tout le film, t'as des plans sur d'anciens personnages, d'anciennes missions, d'autres films. C'est... Bon, d'accord. Et ils font quelque chose que j'aime pas. Autant, tu vois, le dernier film qu'il avait fait, mais bien, c'était Matrix 4. Là, dès qu'il y a un personnage qui arrive et que tu sais plus qui c'est, on te met un flashback, même si on te dit précisément. Et attention, des fois, il y a des personnages, tu sais très très bien qui c'est. Je veux dire, tu vois qui c'est quand même Tom Cruise dans la saga Mission Impossible. Moi ? Oui. Bof. Eh ben heureusement qu'il y a des gens comme toi, du coup on a pensé à toi, etc. Bon, au moins en tout cas voilà, si jamais vous n'avez pas vu les autres Missions Impossibles, vous ne serez pas perdu, hein, parce que le début, t'as tellement d'expositions que t'es sûr de pas être perdu. En fait, c'est chouette de pas être perdu en termes de narration, mais c'est vrai que pour les personnages qui reviennent et qu'on a vu par exemple dans le 3 ou le 4, en fait c'est pas grave si on s'en souvient pas ou si on n'a pas vu, c'est pas grave, on comprend qu'ils se connaissent. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est chouette, et pour les autres, en fait, il faut arrêter de penser que le film repose entièrement sur la compréhension de qui est qui. Enfin, il y a des fois, il y a des zones de flou qui sont pas graves en fait. Enfin, tout va bien. Mais c'est vrai que c'est un film qui te tient la main, quoi. Ouais, clairement. Par contre, et ça, c'est un film, mais c'est un point qui fait que le film est risible par instant. Et clairement, la salle a rigolé, mais je pense malgré le film. C'est que putain, Macquarie, il revient ce qu'il avait fait dans Jack Richards, donc son film sorti en 2013 avant Rogue Nation, qui est un film que je n'aime pas, que je trouve vraiment mauvais, et qui, comme beaucoup de films des années 2010, sont à la gloire de Tom Cruise. Mais là, il pousse le curseur, à un point où c'est la réincarnation de Jésus. Et à la gloire aussi un peu des États-Unis, mine de rien, parce que c'est un blockbuster américain, donc ça, c'est un peu... Oui, c'est vrai. On s'y attend, quoi. Mais tu vois, pendant le film, parce que donc les États-Unis sont prêts à faire un truc absolument horrible, en fait, pendant tout le film, je me disais, ah putain, c'est pas mal, c'est une idée, quoi. Enfin, c'est intéressant, ils montrent ça. Et puis finalement, la présidente des États-Unis, parce qu'évidemment, c'est une présidente, comme si ça allait arriver aux États-Unis, enfin bon, bref, ne le fait pas, finalement, enfin... Voilà. Si jamais je peux conseiller un film, Point Limite de Sidney Lumet, c'est un film passionnant sur cette question-là. C'est très... Et j'avoue que ça m'a un peu fatiguée sur le coup parce que c'est très patriotique. C'est très patriotique. Après, bon, les Américains ils sont comme ça. Mais... Ouais, non, voilà. Mais là où est-ce que ça me saoule, c'est vraiment sur la figure de Tom Cruise qui est vraiment, enfin, encore une fois, sans dévoiler, il y a un personnage qui lui dit. En fait, on pense qu'il a une situation horrible et il dit « Tu m'as sauvé la vie ». Enfin, il y a vraiment tout le monde qui dit « Il n'y a que toi qui peux le faire ». Non, mais il est
il y a un moment. C'est Dieu en fait. C'est Dieu. Non mais vraiment, il est. Merci de m'avoir touché. Merci de m'avoir touché. J'ai plus mal au dos grâce à toi. Tu m'as enlevé mon cancer. Merci Tom. Non mais c'est ça. Enfin, il est à 2 doigts d'être comparé à Jésus. Hein. Enfin, c'est hallucinant quoi. Tom, c'est fou. Avant, nous avions que 2 baguettes et maintenant, nous avons une boulangerie entière depuis que tu es arrivé. Merci. J'aimerais bien que Tom touche à mon compte en banque, quoi, à mon URSSAF, à ma CAF et tout, et puis let's go. On en est à ce niveau de ridicule et vraiment, enfin, la je salle sais pas. était MDR. Ouais. Non mais vraiment, le public n'y a pas échappé. Vraiment, ça rigolait en mode sérieux les gars. Là, vous en faites un petit peu trop quoi. Ouais. Donc voilà, mais comme tu dis, c'est un film intense du début à la fin, ce qui a ses points positifs dans ces scènes d'action, ces scènes un peu plus posées, la scène de tension dans le sous-marin. Et des fois, c'est dans le reste. Et même l'écriture des dialogues, par instant, ça sonne tellement faux. Et attends, oui, juste, et je finirai là-dessus. Le personnage de Pomme Clémentieff, celle qui joue Paris et qui joue Mantis, notamment dans le MCU, qui est un personnage que je trouvais assez chouette dans le dernier Mission Impossible. Ici, elle est reléguée à la française qui répète les dialogues, mais d'un air un petit peu mystérieux, genre en mode... J'aime tuer. Mais quelqu'un va devoir mourir. Ou pas. Oui, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, au passage, je dirais que par rapport à cette histoire de Tom Cruise qui est Dieu, ça m'a vraiment encore plus déçue, d'autant que Macquarie, hier, disait qu'il aimait bien faire des personnages gris. J'étais là, ah bon? Bon? Mais pas quand ça concerne Tom Cruise. Oui, ou alors Rogue Nation. Mais en fait, c'est trop dommage parce que j'ai vraiment aimé son intervention. Il disait, moi, je m'intéresse pas trop au backstory. Moi, j'aime bien prendre les personnages vraiment sur le fait. Du coup, je pense que c'est pour ça que ça donne des personnages un peu gris, un peu nuancés. Et c'est con parce que t'entends des choses hyper intéressantes. Le lendemain, tu vois le truc ne pas du tout être appliqué et t'es en mode, mais what the fuck, quoi. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Bref, voilà. Ouais. On reste mitigé plus, on va dire. Disons j'ai adoré. Voilà, chef-d'œuvre. On reste mitigé plus. Les retours sont globalement pareils. Il y en a qui le descendent un peu plus. Après, si vous aimez la saga Mission Impossible, c'est sûr, vous allez le voir. Peut-être vous allez même être là dès le 17 mai, lors des premières avant-premières. Vous n'allez pas bouder votre plaisir. Mais clairement, voilà, le film, pour moi, rate un coche qui aurait pu être vraiment... C'est pas le grand film comme on s'y attendait. Et je vais finir sur, en attendant, le meilleur blockbuster de ces dernières années, ça reste Furiosa. Mais que vous soyez d'accord ou pas, c'est Furiosa. Voilà. Bref, ça en est terminé. Un épisode un petit peu plus long, 35 minutes, je pense, à peu près. On se retrouve demain pour Dossier de 137, tiens, de ce bon Dominique Moll. Et puis je crois que... Ah non, ensuite on a d'autres films, mais c'est surtout Dossier 137 dont j'ai pas mal hâte. Merci Léa d'être venue passer un petit coup de micro. On se retrouve peut-être d'ici quelques jours, nous verrons. Puis peut-être un petit épisode solo de temps en temps quand même, ça pourrait être bien. Bref, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve demain, comme je vous ai dit. L'horaire on verra pour plein de films, ça va être chouette. Merci de nous écouter. À demain. Bon festival si vous y êtes. Bonne continuation dans votre vie de tous les jours si vous n'y êtes pas. Bon mois de mai. Voilà, bon mois de mai. Faites ce qui vous plaît. Oui, vous pouvez vous découvrir d'un fil. Là, là c'est bon. Là, c'est OK. Salut, à la prochaine. Salut, bye. De merde. Ouais, moi aussi j'ai bien envie de le dire, monde de merde.